Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Alors André Berkoff, aujourd'hui, c'est le premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Alors comment comprendre cette guerre? Depuis l'Antiquité, pourquoi tant de guerres longues? Pourquoi le sang versé a-t-il si peu servi les objectifs assignés par le pouvoir à ses armées? On va répondre à toutes ces questions dans un instant sur Sud Radio, André. Et on vous donnera la parole aussi, chers auditeurs. Alors si vous voulez la prendre, appelez tout de suite le 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Pourquoi depuis l'Antiquité, tant de guerres longues ne se sont achevées qu'en raison d'événements extérieurs, André, et pas par le verdict du combat? Nous allons soulever toutes ces questions sur Sud Radio jusqu'à 14h. André Berkoff. Et avec Jean Lopez, on va les soulever, avec historien spécialiste de l'histoire militaire russe de la Seconde Guerre mondiale et directeur de la rédaction de Guerre et Histoire. Et il a écrit un livre passionnant avec Benoît Bihan qui est lui-même rédacteur en chef adjoint du magazine Défense et Sécurité, stratégiste, historien militaire. C'est voilà, à la suite de Sun Tzu, de Clausewitz. Vous voyez, je vous noie pas dans les comparaisons, mais ça va conduire la guerre. Et on est effectivement, ça y est, dans une guerre longue. Et ça fait très longtemps qu'en Europe, nous n'avons pas connu de guerre longue. Heureusement, d'ailleurs, pendant plus de 80 ans. Et les entretiens sur l'art opératif, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et au-delà, effectivement, de l'actualité Ukraine, Russie et des ondes de choc mondiales, qu'est-ce qui fait que cette guerre ressemble ou pas à d'autres guerres qu'on a connues depuis, effectivement, j'allais dire des millénaires, en tout cas des siècles? Qu'est-ce que c'est que la guerre longue? Comment gagne-t-on une guerre? De quelle façon? L'art de la guerre, l'art de la stratégie de guerre. Ce livre, Conduire la guerre, le raconte très bien et on va le raconter aujourd'hui avec Céline Alonso. On va interroger Jean Lopez là-dessus. Et oui, et vous, chers auditeurs, si vous voulez intervenir, surtout appelez tout de suite le 0826 300 300. On vous donnera la parole d'ici 14h sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Dans l'histoire militaire, pourquoi le sang versé a-t-il si peu servi à atteindre la victoire? André, nous allons en parler avec un très grand historien, Jean Lopez. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous publiez un livre passionnant aux éditions Perrin, qui s'intitule Conduire la guerre. C'est un livre d'entretien, donc, avec un autre historien, Benoît Bihan, sur l'art opératif. On peut dire que c'est un art militaire, donc, qui a été oublié. Est-ce qu'on peut dire que c'est le chaînon manquant entre la stratégie et la tactique? Racontez-nous. Chaînon manquant, pas tout à fait. Je dirais que l'art opératif est une discipline qui a été inventée par un général, un ancien général du Tsar, Alexandre Sietchine, qui est passé au service des bolcheviks en 1917-18, qui est devenu enseignant dans l'Académie centrale de l'armée rouge, et qui a éprouvé le besoin en 1927 d'écrire un livre où il espère résoudre un problème fondamental de l'histoire militaire, qui est celui de répondre à la question pourquoi, si souvent, le résultat des batailles ne permet pas de terminer les guerres. Pourquoi souvent la guerre se termine par des raisons qui sont extérieures au combat. Ça peut être la mort d'un souverain, une épidémie de peste, une crise économique, que sais-je encore. Il s'est posé cette question, il a fouillé toute l'histoire militaire, il a d'ailleurs écrit un premier livre en 24, reprend l'ensemble de l'histoire militaire, c'est un travail dément qu'il a accompli, et il se rend compte que, effectivement, très souvent, la solution est extérieure au combat. C'est pas la bataille qui amène le résultat politique escompté, ce sont des événements extérieurs. Et il se donne pour tâche, dans ce livre Stratégie, qu'il écrit en 27, d'inventer... Vous parlez énormément dans ce livre. Qui est le sujet même de ce livre. Oui. Et il se donne pour but d'inventer une discipline, une façon de considérer les choses qui permettent aux stratèges de faire en sorte que les batailles soient utiles aux résultats politiques de la guerre, c'est-à-dire à ce que veut le stratège. Oui, donc comment concilier combat et politique, c'est ça en quelque sorte? Comment faire en sorte que les résultats sur le terrain servent les objectifs politiques?
Alors, est-ce que, juste pour peut-être, non pas contredire, mais par exemple, effectivement, on pourrait dire ça, on parlait de Verdun, enfin, on chantait Verdun. Pour vous, Verdun est une illustration de cela? Verdun n'est pas toute la guerre 14-18, certes, mais... Non, Verdun, c'est l'illustration épouvantable, 600 000 morts, c'est l'illustration épouvantable du cul-de-sac dans lequel se trouve la guerre. C'est-à-dire que les combats ne servent strictement à rien. Ils n'ont pas permis de faire avancer les stratèges d'un camp ou de l'autre. Et c'est comme ça jusqu'à la fin, à tel point que l'on peut se demander ce qui, dans les derniers mois de la guerre, a été vraiment décisif. Est-ce que ce sont les offensives de Foch ou est-ce que c'est ce que je pense et ce que pensent avec moi beaucoup d'historiens, notamment allemands? Est-ce que c'est pas plutôt l'effondrement de la société allemande, donc un élément extérieur, et la crainte de la révolution communiste qui a amené le haut commandement allemand à demander la paix et à accepter les 14 points de Wilson? Alors, juste un autre exemple. En revanche, vous dites le sang, on parlait du sang versé. Stalingrad, quand même, là, ça a joué. Enfin, la bataille de Stalingrad, la victoire soviétique à Stalingrad a quand même changé en partie le cours de l'histoire. Alors, cette bataille n'est pas décisive en elle-même. La notion de bataille décisive est complètement récusée par les militaires russes et par les historiens russes. Pour eux, c'est un continuum, si vous voulez. Un historien soviétique, même à l'époque de l'Union soviétique, n'a jamais dit que Stalingrad était le tournant de la guerre. Enfin, ça a été très important. Peut-être symbolique, alors, vous voulez dire? Alors, symboliquement, politiquement, ça a ébranlé l'Allemagne, mais ce n'est pas une défaite. L'Allemagne n'a pas perdu la guerre à Stalingrad. Je vous rappelle qu'après Stalingrad, il faut encore se battre pendant 2 ans et demi, et il y a encore plus de 14 millions d'êtres humains qui vont mourir. Donc ça n'est pas la fin de la guerre. C'est un moment important, mais c'est dans un continuum. Il y a eu Moscou à l'hiver 1941, il y a eu Stalingrad en 42-43, il y a eu Koursk en 43, puis après toutes les offensives de 44. C'était loin. Oui, à la limite, on peut dire comme Churchill, c'était la fin du commencement et le commencement de la fin. Oui. Alors justement, l'armée rouge, c'est la première armée qui a appliqué donc cet art opératif. Et dans quel contexte? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que cet art opératif? Comment peut-on le définir? Comment l'appliquer, les méthodes spécifiques surtout? C'est la méthode qui considère que pour atteindre un objectif stratégique, il convient de décomposer l'ensemble des activités militaires en une succession d'opérations. Autrement dit, Zvietchine fait partie des gens qui pensent que, sauf cas rarissime, on ne peut pas détruire un adversaire d'un seul coup en une seule opération. On reviendra parce que c'est exactement ce qui s'est passé en Ukraine. Les Russes ont commis l'erreur contre laquelle Zvietchine les mettait en garde. Détruire un pays relativement important en une seule fois, en une seule opération, ce n'est pas possible. Il faut, pour parvenir à la victoire, décomposer l'ensemble de l'activité militaire en opérations successives avec des buts intermédiaires. Chaque opération étant elle-même un conglomérat de problèmes à résoudre sur un chemin stratégique donné. Ah oui. Alors dans l'histoire justement, quelles sont les armées qui ont appliqué donc cet art opératif avec succès? Alors, à ce jour, la seule qui est suivie, mais dans un contexte stratégique et politique, le stalinisme très particulier, c'est l'armée rouge. L'armée rouge a, à partir de 1943, commencé véritablement à mettre, à partir du moment où elle a eu les moyens matériels et où l'adversaire s'était suffisamment affaibli, elle a eu les moyens de mettre en place une stratégie et une division des opérations, une division de ces activités en opérations qui étaient très bien chaînées entre elles, qu'elle savait mener jusqu'au bout. Elle atteignait une ligne qu'elle s'était fixée, un point capital qu'elle s'était fixé. Elle se reposait 2 mois, le temps d'accumuler à nouveau ses approvisionnements, de faire monter ses réserves, et elle repartait. Tout était parfaitement chaîné jusqu'à l'obtention finale, à savoir la prise de Berlin et l'effondrement du Reich. Ah oui, d'accord. Et est-ce que les Anglo-Américains ont usé de cet art, notamment? Non, pas du tout. Non. D'ailleurs, on le voit bien en France en 1944. Lors du débarquement, hein. Les Américains réussissent magnifiquement avec les Anglais l'opération technique du débarquement en Normandie. Ils remportent la bataille de Normandie, qui est 2 mois dans le bocage, qui est une bataille d'une férocité terrible, mais ils ne voient pas plus loin.
Et on le voit à ce moment-là, à partir du moment où les Allemands sont battus dans la poche de falaise, ils sont à la dérive, Eisenhower n'a plus de boussole. Il n'a pas de boussole opérative. Il n'a pas d'éducation Il n'a opérative. pas pensé au coup d'après. Non, quoi. le résultat, c'est qu'il laisse ses armées partir dans deux directions différentes. Il est incapable d'imposer à Montgomery de se diriger vers la Belgique. Il est incapable d'imposer à Patton de faire autre chose que de se diriger vers l'Allemagne. Et il n'arbitre pas en termes de logistique. Autrement dit, il n'a plus de boussole. Et s'il avait été initié donc à l'art opératif, ça aurait changé la donne. Alors attendez. Et on ne peut pas non plus mettre évidemment tout sur les épaules de ce pauvre Eisenhower. Oui. Si Eisenhower ne voit pas clairement ce qu'il faut faire après la bataille de Normandie, c'est parce que Roosevelt lui-même ne lui donne pas de direction claire. C'est le pouvoir politique qui Mais bien sûr, décide, c'est le pouvoir politique. Il faut que le pouvoir politique montre la direction au stratège. Ensuite, le stratège, lui, va découper l'activité de ses armées en opérations successives. Mais si la boussole stratégique est fausse, on pourra en revenir à Poutine. Si la boussole stratégique est faussée... On en parlera effectivement dans un instant sur cette radio. C'est pas rattrapable derrière. Oui, mais juste un mot par rapport à ça. Vous dites effectivement, on voit très bien l'art opératif, donc l'art d'avancer, la stratégie d'avancer au fur et à mesure. Mais donc, l'art opératif suppose de la part du politique, ou en tout cas du pouvoir, une vision à moyen terme, sinon à long terme. Ça suppose déjà que le politique ait une stratégie qui soit raisonnable et en accord avec les moyens qu'on lui expose et avec les informations qu'il a et qu'il a vérifiées. Donc c'est compliqué d'être à la fois un stratège et un visionnaire. Alors, un visionnaire quand même. Le stratège, le problème de l'Union soviétique, c'est que c'est Staline qui se mêle trop de stratégie. C'est tout le problème du pouvoir russe où très souvent, c'est comme ça depuis les tsars, le tsar a tendance à empiéter sur le domaine militaire, sur celui du stratège. Autocrate. Mais oui. Alors, les deux métiers sont bien distincts. Le souverain, il ne fait pas que la guerre. Le souverain, il gère son État. Il gère les relations diplomatiques. Il a beaucoup à faire. Le stratège, lui, qui est un militaire ou un groupe de militaires, ne s'occupe que de gagner la guerre. Il faut absolument qu'entre les deux, il y ait connivence, unité de vue. Il n'y avait pas Roosevelt et Eisenhower. Donc, eh bien, sur la fin de la guerre, notamment, Roosevelt étant très malade, le problème de Berlin n'est pas évoqué. Je veux dire, à aucun moment, Roosevelt n'a clairement dit à Eisenhower comment il fallait terminer la guerre avec l'Allemagne. Personne ne lui a dit. C'est lui qui a choisi, en profitant d'une vacance du pouvoir, de ne pas aller à Berlin. Et donc, c'est l'armée soviétique qui s'est emparée de Berlin. Absolument. Mais quand les Allemands attaquent la France en 40, ils n'ont jamais eu recours à l'art opératif ? Non. Les Allemands ont choisi précisément ce que Poutine a tenté de faire en Ukraine, c'est de remporter la guerre en une seule opération, en une victoire extraordinaire, comme disait Clausewitz, qui, en une seule fois, permettent d'atteindre l'objectif stratégique. Mais quel est l'objectif stratégique de Hitler ? Ce n'est pas d'abattre la France, c'est de gagner la guerre, donc de sortir l'Angleterre. Or, malgré la défaite de la France, qui est un coup absolument incroyable de chance, d'audace, qu'ils ne pouvaient réussir qu'à partir du moment où les Français commettaient toutes les fautes qu'on attendait d'eux. Oui, et puis effondrement du front politique quand même, il faut le dire. Mais qui est consécutif au revers militaire. La France, je pense qu'aujourd'hui les historiens ont fait lit de ce... La France n'a pas un moral désastreux, c'est pas vrai. Le soldat se bat, Crémieux-Briac l'a bien montré dans ses ouvrages, le soldat se bat, le problème évidemment c'est que l'ampleur de la défaite va provoquer la désagrégation de la Troisième République. Mais ça c'est un autre problème. Donc la Wehrmacht réalise contre la France un sans faute favorisé par les fautes incroyables du généralissime Gabelin, et pour autant Hitler n'est pas avancé, puisqu'il avait absolument parié que, sans la France, l'Angleterre déposerait des armes. Or, mauvaise surprise, il a Churchill qui apparaît en face, et qui lui relève le gant et fait durer la guerre. Et il faut tout recommencer. Sur mer, sur terre et dans les airs. Blood, sweat and tears, avec du sang, de la sueur et des larmes. Je ne peux rien vous promettre d'autre. C'était assez formidable. Mais juste... Alors, j'aimerais savoir, donc on l'a dit, cet art opératif date de 1927, mais avant 1927, est-ce qu'il y a des stratèges qui l'ont utilisé sans le savoir ou pas ? Non. Ah bon ? Non, même sauf... Napoléon, Alors, il y a des moments rares dans l'histoire où il a semblé que la bataille servait les objectifs stratégiques et politiques. Un de ces moments uniques, c'est celui qu'incarne Napoléon Bonaparte, qui, je vous rappelle, rassemble dans une seule personne
le chef d'État Oui. et le chef de guerre. Et qui combine dans son cerveau, dont il faut reconnaître qu'il était de dimension exceptionnelle, qui combine une vision stratégique extrêmement puissante. Il a un objectif clair, c'est de détruire les coalitions qui, sur le continent, permettent à l'Angleterre d'affronter la France. L'adversaire, c'est l'Angleterre. Comme il ne peut pas aller la chercher sur mer, il faut lui enlever tous ses adversaires, donc détruire les coalitions des Russes, des Autrichiens, des Prussiens, des Piémontais, de tout ce qui se présente devant lui. Une fois qu'il aura éliminé toutes ces coalitions terrestres en Europe, il pense que l'Angleterre demandera la paix. Donc il a cette vision stratégique, qui est une vision juste. Ouais. Il l'amène de façon parfaite entre Austerlitz et la paix de Tilsit, entre 1805 et 1807-1808, où il arrive même à attirer le tsar dans son alliance. Et puis après, évidemment, quand le tsar rejoue double jeu, c'est la catastrophe de la campagne de Russie. Waterloo, borne pleine ensuite. Alors parlons à présent des Américains qui, eux, ont inventé un autre art, à savoir l'art opérationnel. En quoi est-il différent ou complètement... il y a des similitudes ou pas avec l'art opératif? Les Américains n'utilisent pas la notion d'art opératif, mais d'art opérationnel. Eskustvo, qui est un concept russe à l'origine, même s'il est universel dans son application. Ils utilisent le terme d'operational art. Alors c'est quelque chose qui naît de la remise en cause qui suit la catastrophe du Vietnam, et qui est très spécifique à l'Amérique, où les stratèges américains, donc en gros le Pentagone, qui s'est toujours défié de stratégie. Vous savez, dans la logique libérale américaine, la politique, c'est quelque chose d'un peu sale. La stratégie, c'est un truc d'un peu... qu'on n'aime pas manier. Il y a tout un côté moralisateur chez les anglo-saxons, ils connaissent que le bien et le mal. Ils ont toujours refusé la stratégie ? Donc le militaire ne veut pas se mêler de stratégie. À partir du moment où le militaire ne se mêle pas de stratégie, il n'y a pas d'air opératif, parce que personne n'indique le but. Ils ont donc inventé une sorte de niveau intermédiaire de la guerre, l'art opérationnel, dans lesquels ils mènent complètement leur barque sans se préoccuper du stratège. Ça, ils ont. Et uniquement pour ne pas avoir à faire de politique. D'où le Vietnam, d'où ce qui s'est passé au Vietnam et autres. Enfin, on voit bien que ni au Vietnam, ni en Irak, ni en Afghanistan, la réponse ne pouvait être que militaire. Ah oui. Oui, c'est et que dit le politique ? Que dit le politique en Afghanistan et en Irak? Il dit ce que dit le politique américain depuis Nation Lincoln. building. Exactement. Construisez une nation. Exactement. Nation building. Il ne s'agit pas d'amener l'adversaire à récipiscence, il ne s'agit pas d'amener l'adversaire à déposer les armes et à reconnaître sa défaite. Il s'agit de l'éradiquer, de le détruire lui et son système socio-économique pour le remplacer par quelque chose qui ressemble plus à l'American Way of Life et aux idéaux démocratiques du libéralisme américain. Lincoln avait commencé en détruisant la société sudiste, confédérée, supprimant. Et là, on continue. Et on continue. Et le Vietnam, c'était ça, l'Afghanistan, l'Irak. L'Allemagne nazie, le Japon impérial, tout c'est la même chose. C'est qu'on reconstruit, on détruit tout et on reconstruit sur un modèle qui est le modèle qui semble acceptable aux Américains. Ouais. Alors ça, c'est le côté messianique de la nation américaine. Ils ont tenté la même chose. On l'a vu en Afghanistan. Ça a été... on a vu le résultat. C'est clair. Mais selon vous, est-ce que l'art opératif aujourd'hui en France est un chantier, dirais-je, à mener dans les années à venir, pardon ? Alors, c'est une discipline, donc je pense qu'elle devrait être enseignée, on devrait en parler aux officiers français, ça devrait faire partie du cursus. Après, sur la pratique, c'est pas à moi d'en décider. Mais je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui devrait... Mais déjà, faudrait-il commencer par traduire c'est ce que j'ai l'œuvre de Zvětšin. Aujourd'hui, je fais un appel aux éditeurs, il faut le dire, c'est que le Alexandre Zvětšin, dont vous parlez, c'est le cœur de votre livre, ce général russe passé du tsar au service des bolcheviks, n'est absolument pas traduit en France. Non. Il est traduit en anglais, mais pas en français. Non, il faudrait une édition critique de cet ouvrage qui est fondamental. Et oui, qui a... Pour l'éducation des militaires, c'est vraiment impossible de ne pas lier les opérations et la stratégie. Et il y a vraiment toute une éducation dont Zvětšin se fait le porte-parole qui me paraît centrale. Et oui, on va parler maintenant du Vietnam. Effectivement. Après.
Ce livre, il faut le rappeler, il a complètement révolutionné effectivement la pensée militaire et vous avez raison de le souligner. Alors qu'est-ce que l'armée russe actuelle a retenu de l'art opératif? On en parle dans un instant sur Sud Radio avec notre invité donc Jean Lopez et avec vous, chers auditeurs. Le conflit en Ukraine vous inquiète-t-il? Craignez-vous une troisième guerre mondiale? Appelez tout de suite le 0826 300 300. On vous donne la parole dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Est-ce une erreur stratégique de Poutine, selon vous? Alors, là, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Les officiers de l'armée russe, comme ceux de l'armée ukrainienne, Zelensky comme Gerasimov, ont lu Stratégia, ont reçu une éducation opérative. Le problème, il n'est pas le défaut d'opération opérative. Il est d'éducation opérative. Il est dans le choix stratégique qui est faux parce que le but politique qui l'a conduit est faux. On revient à Zvietchine. Zvietchine dit, en gros, quand il analyse les formes d'opération, il dit il y a deux types fondamentaux d'opérations. Il y a l'opération qui vise à la destruction complète et rapide, il appelle ça l'anéantissement, et il y a celle qui vise à la destruction progressive par attrition. Il dit le premier cas, l'anéantissement, est rarissime. Il ne se présente que lorsque l'adversaire est d'une immense faiblesse ou n'a pas de volonté de combattre. Rendez-vous compte comme c'est actuel. Oui, donc un plan à un coup sans plan B, c'était impossible, c'est ça en gros. Et ce que Poutine a demandé, alors l'objectif de Poutine, c'est domination de l'Ukraine, reprise en main de l'Ukraine, lui faire abandonner ses lubies avec l'OTAN et l'Union européenne, la remettre dans l'orbite russe, ce qui suppose d'aller au moins à Kiev et de provoquer un changement de régime. Il demande donc à ses stratèges une opération extraordinaire, une victoire extraordinaire, une seule opération qui permette de réaliser cet objectif qui est considérable. Et là où il se trompe, M. Berkoff, me semble-t-il, là où il se trompe, c'est d'avoir pensé qu'il était dans ce cas d'un adversaire extrêmement faible et qui n'a pas de volonté de se battre. C'est son erreur. Il a sous-estimé la résistance ukrainienne. Il s'est auto-intoxiqué à force de dire qu'il n'existe pas de nation ukrainienne. Il s'est persuadé que personne ne voudra mourir pour l'Ukraine. La Suisse lui a donné tort. Occident ou pas Occident. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. Mais le problème, c'est pas l'Occident ou pas l'Occident. Le problème, c'est que ou alors il n'a rien compris à rien, ou il est très mal entouré. Parce que, non, la question, et je vais revenir à l'opération militaire. Si vraiment, attendez, même s'il considère, et c'était évidemment faux, qu'il y a une nation ukrainienne, il y a un peuple ukrainien, et ils l'ont encore montré de façon tout à fait magistrale, en tout cas tout à fait claire en ce moment. Mais, enfin, je ne comprends pas. C'est que s'il voulait vraiment prendre Kiev, et il a des militaires, il en a pas pris du tout les moyens. Non. Jean Lopez. Non. Est-ce qu'il en avait les moyens? Quand il a commencé son opération, il n'a pas commencé l'opération. Enfin, ça aurait dû être, je sais pas, moi j'y connais rien. Enfin, un enfant de 8 ans pourrait comprendre que ça devrait être beaucoup plus massif. Alors, déjà, on a une rupture dans l'histoire militaire russe. Pour la première fois, les Russes n'ont plus le nombre. Et c'est ça. Ça a toujours été une de leurs forces dans l'histoire. Oui. Et il faut le rappeler. 120 000 hommes, l'armée russe. 120 000 hommes dans les unités de mêlée. C'est incroyable. Rien du tout. 250 000 hommes, l'armée ukrainienne. Oui, rendez-vous compte. Staline, pour ses plans, il a 6 millions d'hommes et de femmes. Mais comment vous expliquez justement la faiblesse, les faiblesses de l'armée russe? Il a fait avec l'instrument dont il disposait. L'armée russe est au milieu du guet. Elle est en train d'abandonner la conscription pour se professionnaliser. Mais elle est au milieu du guet. Elle a très peu de monde. En gros, allez, 1 million de personnes sous les drapeaux, vous enlevez 250 000 conscrits qu'on ne peut pas utiliser en dehors des frontières de l'URSS, vous enlevez les forces stratégiques, la marine et toute la défense antiaérienne, il reste en gros 120 000 types dans leur brigade mécanisée. Et là, il tente, et je pense que ce qui est fou, et ce que Staline n'aurait pas fait, c'est qu'il prend des risques démesurés. Zvietchine le dit. Quand vous cherchez une opération d'anéantissement, vous prenez des risques démesurés. Et il prend d'autant plus des risques démesurés qu'il lui manque quelque chose de fondamental dans l'art opératif, c'est l'existence de réserves.
Oui. Il n'y a rien derrière. Non, Ah oui, mais c'est ça. c'est là où je ne comprends pas. Ou alors il est effectivement, comme disent ses adversaires, il lui manque une case. Mais pardon, et moi vraiment j'essaie de, j'ai absolument Mais pas on parti. peut, pour résumer, ce qu'on Céline, peut. laisse-moi terminer. Vas-y, ça. vas-y. Ouais. Ça n'a pas de sens, si vous voulez. S'il veut prendre Kiev, même, enfin, ils ne vivent pas dans la planète Mars. Ils doivent savoir ce que c'est que les Ukrainiens et que les Ukrainiens peuvent un peuple, même s'ils les méprisent à titre, de façon tout à fait imbécile et fausse. Mais enfin, on ne comprend pas, encore une fois, sur le plan pratique. Jean Lopez, vous seriez à sa place ou chacun, à un moment donné, même s'il, ou alors il a un vrai problème psychique, c'est qu'il ne sait pas ce qui se passe, il ne connaît pas la réalité. Et puis il ne sait pas qu'avec 120 000 hommes de réserve, il n'y avait pas 120 000 hommes le 24 février. Donc, est-ce que c'était pas quand même, je reviens à ça, l'opération Donbass et ce qui se passait dans le Donbass, quelques jours avant, qui a forcé la chose? Rappelez-vous quand même qu'on voulait en finir avec le Donbass aussi. Je pose la question. Non, parce que il a essuyé une défaite terrible. Il a perdu une grande partie de son corps de bataille en voulant aller à Kiev. Les pertes sont terribles. Hein. En termes d'équipement, c'est quelque chose qui a complètement ébranlé. Il a fallu des mois pour s'en remettre. Non, je pense vraiment qu'il a voulu prendre Kiev. Alors, il y a probablement une part de responsabilité de ces militaires, et c'est là que le commentaire que nous sommes en train de faire n'a pas beaucoup de valeur. Il n'y a que l'histoire qui pourra juger dans 20 ou 30 ans, quand on connaîtra véritablement les intentions des uns et des autres. Parce que c'est étonnant quand même. Oui, c'est étonnant. Il manque quelque chose dans notre discussion, quelque chose que ni vous, ni moi, ni personne ne peut déterminer. C'est quelle a été la nature des échanges entre le souverain Poutine et son stratège Gerasimov et les autres. Comment ont-ils pu croire qu'avec 120 000 hommes... Alors, ils ont réédité, après on va vous dire, on va faire des comparaisons historiques. On va vous dire, mais ils ont tenté de faire ce qu'ils ont fait à Budapest en 56, un coup de main sur à Prague en 68. À Prague en 68, en Afghanistan avec, en 79, avec le coup de main sur Kaboul. 600 km d'avancée, on prend Kaboul, on liquide le président de la République. Est-ce qu'ils sont victimes de leur doctrine militaire en quelque sorte? Non, je pense que encore une fois, il y a une mauvaise analyse de la situation. Il y a des objectifs qui sont trop importants et une armée qui n'a pas mené la bonne guerre. Oui. Parce qu'elle n'a pas analysé, elle n'a pas compris qui était son adversaire. Oui, alors justement, comment vous expliquez que le Kremlin n'a pas mesuré la montée en puissance du sentiment national ukrainien depuis l'annexion de la Crimée en 2014? Alors ma question, c'est est-ce que le renseignement a été inefficace ou le renseignement n'a pas voulu dire à Poutine ce qu'il ne voulait pas entendre? Écoutez, alors si on est dans le cas de figure de Staline, juste avant l'invasion de juin 41, quand tous ses services lui disent « attention, on va être attaqué », et qu'il a liquidé 2-3 chefs du service de renseignement, les analyses deviennent beaucoup plus ambiguës en disant « mais peut-être que vous avez raison, c'est pas sûr qu'il va nous attaquer ». Donc on peut imaginer toutes les options. Qu'il n'ait pas été correctement informé, que les services de renseignement n'aient pas bien fait leur boulot. C'est possible, mais comment répondre à cette question? Personne n'a ses données en main. On voit simplement que la méthode qui est utilisée n'est pas la bonne. On la rappelle, la méthode, elle était pénétration de 2 grandes colonnes motorisées, c'est Kaboul, 79, de 2 grandes colonnes motorisées de part et d'autre du Dniepr direction Kiev. En même temps, pour s'assurer que Kiev est isolé, on balance sur un aéroport puis un deuxième l'élite de l'armée russe, les Spetsnaz, les gens du GRU, on les jette sur ces aérodromes avec pour objectif de bloquer ces aérodromes et donc d'empêcher la fuite, par exemple, du pouvoir de Zelensky qu'on aurait bien aimé pouvoir capturer, par exemple. Et là, il n'y a rien qui marche. Mais oui. Il n'y a rien. Ni l'aérodrome, la bataille de Gostomel, c'est un échec. Parce qu'en face, ils sont prévenus. Bien sûr. Ils voient venir gros comme une maison. Ce modus operandi, on l'a déjà vu à Kaboul. On l'a vu partout. Non, mais c'est pour ça que, effectivement, mais comme vous dites, on le saura peut-être dans 20 ans ou 30 ans, mais la question fondamentale, encore une fois, c'est que on est en 2022, 2023, c'est quand même comment un chef d'État ou alors il est complètement débile, comme dit un certain nombre de gens, ou alors il n'a pas vu, cela dit, je voudrais renvoyer quand même aux Américains.
Au fond, l'impression qu'on a, et en lisant votre livre, et sur l'art opératif et le reste, on a l'impression que les Américains, comme les Russes, à un moment donné, ne voient absolument pas les conséquences des poussées ou des attaques ou des opérations, des offensives qu'ils mènent. Ils voient l'offensive, oui d'accord, on a ce qu'il faut, allez on y va. Les autres sont les Vietnamiens sont des petits pygmées qui vont céder tout de suite et ça n'a rien, et on les bombarde au napalm. Les autres, les Ukrainiens, c'est rien du tout. On va envoyer Zelensky, on va prendre le pouvoir. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il n'y a pas un aveuglement stratégique et militaire, Jean Lopez? Alors, il manque, je pense que vous touchez du doigt quelque chose d'important, c'est ce que le général Beauf rappelait la dialectique des volontés. La guerre, c'est un duel. Il y a une dialectique des volontés entre deux systèmes, souvent incarnés entre deux chefs. Mais ça suppose que vous fassiez un effort considérable pour comprendre et d'une certaine façon respecter quelque part, même si vous le haïssez, votre adversaire. Il ne faut pas le réduire à l'état de pygmée misérable. Vous êtes sûr d'aller à l'échec. Les Vietnamiens n'étaient pas des pygmées. Tout respect gardé pour les pygmées. Les Afghans, les talibans n'étaient pas les zombies qu'on nous a décrits. Les Irakiens, même après la défaite militaire, n'étaient pas non plus ces sous-hommes à qui on allait pouvoir dicter un comportement social et politique. Et les Ukrainiens non plus n'étaient pas des quarts de portions de Russes. Ce sont des peuples. Je crois que c'est ça le fondement. Ouais. Et il est possible que ce soit, en tout cas dans le discours poutinien, on sent un certain mépris pour son adversaire. Je pense que là, aujourd'hui, il a compris, il en est revenu. C'est sûr. Eh oui. Mais aujourd'hui, est-ce que vous diriez que Zelensky a été un chef de guerre jusqu'à présent beaucoup plus efficace que Poutine ou pas alors ? Il est déjà un chef de guerre tout à fait inattendu, ce type sorti de nulle part, cette espèce de Coluche. Alors, précisément, c'est peut-être une des origines d'ailleurs du mépris de Poutine. Oui. Il y a Coluche, il a été pendant 15 ans, oui, même pas Coluche, oui, enfin c'est un comédien. Oui, c'est un comédien de la télévision, d'ailleurs en partie de la télévision russe, parce qu'il a beaucoup travaillé avec les Russes. Donc il y a peut-être une part de mépris, mais c'est vrai que ce type s'est révélé comme un chef de guerre authentique, pas un chef de guerre, c'est-à-dire pas le stratège, c'est pas lui qui fait la guerre. Non. Il est le chef de la nation en guerre, il est le chef politique. Effectivement, il fait ce qu'il faut, il est capable de mettre la pression auprès des Occidentaux, il joue son rôle jusqu'à présent plutôt fort bien. De l'autre côté, Poutine est beaucoup plus empêtré parce qu'il pensait pas se laisser entraîner dans une guerre longue. Rien n'a été préparé pour une guerre longue. Il a fallu en catastrophe élaborer un plan B à partir du mois d'avril-mai. Sauf que Poutine a des réserves, Jean Lopez. Alors, la Russie a des réserves, on le voit aujourd'hui. Elle a des réserves théoriques. Elle a des réserves théoriques, elle n'a pas des réserves entraînées. Elle a une supériorité aérienne. Oui, mais on ne la voit pas. Mais pour le moment. On ne la voit pas. Pour le moment. Une des bizarreries de cette guerre. Ouais. Pas d'avion, effectivement. Pas d'avion dans le ciel, des robots. Ça, c'est incroyable. Non, mais attention. Des missiles et des drones. Oui, mais attention, parce que l'aviation ukrainienne, là, ils ont fait leur petite guerre d'ici 6 jours. L'aviation ukrainienne a été détruite le premier jour, le 25 février. Non. D'abord, où est l'aviation ukrainienne? Mais justement, où est l'aviation russe? En fait, vous êtes dans un cas extraordinaire, c'est pour ça que les Américains ont les yeux braqués là-dessus. Vous êtes sur un champ de bataille moderne qui est complètement saturé d'armes anti-aériennes. Drones et compagnie. Et surtout, tous les missiles dans tous les sens. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué d'avoir la suprématie aérienne. C'est la première grande surprise de cette guerre, c'est que risquer un appareil dans ces conditions, des deux côtés. C'est nouveau. Des deux côtés, c'est la catastrophe. Et alors que les Russes n'ont pas, évidemment, donné... les Russes, vous savez, ont un problème avec l'aviation militaire, c'est que toujours, ils ont tendance à asservir l'aviation aux objectifs terrestres. Là, si vous voulez, l'aviation est un peu la boniche de l'armée de terre. Il n'y a pas de conception... Ça a toujours été leur ça a toujours été leur truc. Donc la notion de suprématie aérienne, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent assez mal. Regardez les premières frappes dans les premières heures, contre les aérodromes ukrainiens, les centres de commandement, etc. Ils ont balancé 10% de ce que les Américains ont balancé sur l'Irak le premier jour. 10%. Rien. Rien. Ils n'ont pas détruit l'aviation ukrainienne, ils n'ont pas détruit les postes de commandement, ils n'ont pas mis hors service Zelensky, ils ont tout raté. Donc là, il y a méconnaissance, et après leur aviation tout de suite a essayé de faire de l'appui tactique aux forces au sol. Où très vite, elle a dû d'ailleurs se replier de l'autre côté parce que c'est très trop dangereux. Les missiles volaient dans tous les sens. Donc là,
grosse surprise, hein, tout le monde regarde ça un peu effaré, parce que les guerres américaines nous avaient habitués à autre chose. On voyait... Oui, la maîtrise du ciel absolue. Mais du coup, alors aujourd'hui, un Zelensky sans flotte, sans avion, comment il peut reprendre l'Ukraine et même le Donbass? C'est impossible. Alors, la Crimée. La Crimée, pardon. La Crimée, excusez-moi. Alors, la Crimée est effectivement un problème. Ouais. C'est une noix terrible à casser. La Crimée, pour rentrer en Crimée, vous avez un isthme qui fait 8 km de large, l'isthme de Pérékop. Pour le reste, en fait, c'est pas vraiment une presqu'île, c'est quasiment une île. Je ne connais pas d'exemple récent dans l'histoire, en tout cas, la Seconde Guerre mondiale l'a montré. Vous ne pouvez pas mettre la main sur la Crimée si vous n'avez pas au moins la supériorité aérienne absolue. Et si possible, la supériorité navale. Pour l'instant, il n'en est pas question. Donc j'ai été extrêmement surpris d'entendre Zelensky annoncer comme but de guerre non seulement la reprise complète du Donbass, mais également de la Crimée. Je dis, et pour lui, il y a loin de la coupe aux lèvres. Il faudrait qu'il ait déjà les avions. Il pense que les Américains vont le soutenir, peut-être. Pour l'instant, les Américains ont toujours dit non aux avions. Bon, pour le moment, oui, un autre. Juste un mot quand même par rapport à ça. Vous dites, et c'est vrai, on est au cœur du sujet. Zelensky, effectivement, en tout cas, le peuple ukrainien, moi, ce qui est intéressant, c'est révéler une chose fondamentale, et que ça, Poutine le veut ou veut pas. L'Ukraine s'est révélée une nation combattante, un peuple uni et en armes. Ça, personne ne peut le nier, quel que soit. Le problème aujourd'hui, franchement, est-ce que quelqu'un peut gagner la guerre? Ou cette guerre est ingagnable? Pas de part et d'autre, je parle. Je n'ai pas d'opinion, j'essaye simplement d'analyser ce qui peut se passer d'un côté ou de l'autre. Il me semble qu'aujourd'hui, les Russes ont à peu près compris, je le pense, que s'ils sont capables de pousser, ils ne sont plus capables de percer et de retrouver le mouvement. Leur armée n'est pas actuellement en condition pour le faire. Donc je pense qu'ils attendent plutôt une issue en dehors du combat, pour reprendre Zhetchin, c'est-à-dire, par exemple, le fait que le camp occidental se désunisse. Le camp occidental se fissure, qu'il y ait une bonne surprise pour eux aux prochaines élections américaines. Du côté ukrainien, en revanche, je pense qu'on n'a pas tout à fait abandonné l'idée que le combat peut encore leur donner la victoire. C'est la raison pour laquelle ils font pression pour avoir des chars de dernière génération, les fameux Léopards, des missiles à très longue portée et des avions qui puissent leur donner la suprématie aérienne. Pour l'instant, ils n'ont pas eu les avions, ils n'ont pas non plus les missiles ou les roquettes, les lance-roquettes à très longue portée. Ils n'ont qu'une poignée de chars qui, à mon avis, ils pensent encore qu'ils peuvent changer. Je pense que militairement, ils pensent qu'ils ont une carte parce qu'ils ont réussi un coup fumant en septembre, je vous rappelle, la contre-offensive au nord d'Izium. Ils ont baladé les Russes, ils ont avancé 80 km. Oui, mais Karbouk, là, actuellement, c'est pas ça. Oui, mais c'est rien, c'est micro, si vous voulez, c'est la prise du fort de Vaux, à Verdun, c'est rien du tout. Ce que je veux dire, simplement, juste, est-ce que, en fait, ça va donc continuer, on va juste en parler après cela, et recevoir les auditeurs. Juste un mot, sans faire de prédiction, on n'est pas là pour prédire, mais je suis là pour l'analyser. Il ne peut pas y avoir un dérapage, plus c'est long, plus un dérapage, et quand je parle de dérapage, éventuellement nucléaire. Plus c'est long, plus ça dure. Plus c'est long, plus ça dure. Le dérapage nucléaire, pour l'instant, il n'a pas lieu. Il faudrait déjà, par exemple, que massivement l'Ukraine s'empresse au territoire russe, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait, de l'autre côté, qu'il y ait des bavures sur le territoire des pays qui sont membres de l'OTAN, ce qui n'est pas le cas. Donc, des deux côtés, les armes nucléaires ont encagé le champ de bataille et maintiennent les opérations sur le territoire de l'Ukraine. Donc, pour l'instant, Troisième Guerre mondiale, je dirais non, tant qu'il n'y a pas ce type de dérapage. Jean Lopez, on continue de parler de la guerre en Ukraine dans un instant sur Sud Radio. Chers auditeurs, si vous voulez réagir, appelez tout de suite le 0826 300 300. On vous donne la parole après une petite pause de pub. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Alors Emmanuel Macron a assuré à Zelensky qu'il soutiendra son plan de paix. Il a déclaré vouloir une défaite de la Russie sans l'écraser. Jean Lopez, selon vous, est-ce que notre président est un bon stratège ? Alors, c'est pas son boulot. Il est d'abord président, il a la charge de la conduite de la nation, mais il n'a pas la charge de la conduite des armées. Et dans cette affaire-là, c'est que du déclaratif. Il a changé. Au début, il a voulu jouer un peu les entremetteurs. Il a voulu rester jouer sur la vieille russophilie française.
Poutine n'a pas donné suite à ses avances. Aujourd'hui, il est sur une stratégie musclée. Il me semble plus à la remorque de tous ceux qui sont derrière les Américains. Et je vois que, comme tout le monde, il est peut-être un peu inquiet du rôle croissant de la Pologne en Europe, du rôle croissant des Allemands et d'une certaine marginalisation de la France dans cette histoire. On est, permettez-moi de vous le dire, malgré les 12 canons César qu'on a envoyés, on est la 5e roue du carrosse, ou le 8e patin du char. Hein. Et oui, alors on va aller rejoindre André Berkoff, le standard de Sud Radio, où Serge de Marseille nous a rejoint. Bonjour à vous, Serge. Bonjour. Bonjour Serge, on vous écoute. Bonjour. Très très bonne émission, félicitations M. Berkoff. C'est vrai que, comme l'a dit votre invité, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne connaît pas. Et souvent aussi, les guerres finissent par des éléments extérieurs. Est-ce que, l'invité a juste mentionné ça, mais pour moi, ça pourrait être beaucoup plus important. Est-ce que ça ne va pas s'arrêter pour cause d'élections en Amérique ? Parce que si jamais il y a un changement à la présidence et un virement complet de la politique américaine, évidemment que les moutons européens vont suivre et l'Ukraine va se retrouver toute seule. Et là, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent comme de fin de jeu, ça ne sera pas possible. Ça sera difficilement tenable, à mon avis. Jean Lopez. Eh bien, cher ami marseillais, vous avez tout à fait raison. Je pense que c'est une des raisons qu'a Poutine d'espérer, puisque je pense qu'aujourd'hui le combat n'est plus ce qui tendra à la solution russe. Il attend effectivement le résultat des élections américaines. C'est ce que nous disions tout à l'heure avec Céline, c'est qu'il attend que se fissure le bloc occidental. C'est son grand espoir de finir avec cette guerre. Et il n'y a pas la symétrie côté ukrainien, puisque moi je pense que les Ukrainiens se croient encore capables de gagner par les armes. C'est la grande différence. Et oui. On rejoint le standard de Sud Radio. Stéphane nous a joint du Lot-et-Garonne. Bonjour à vous Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour André, bonjour Céline, bonjour Jean Lopez, votre invité. Encore un intervenant passionnant, André, merci. J'avais une question pour votre invité, pour Monsieur Lopez. C'était à propos de l'art de la guerre qui a fait l'objet de 2 ouvrages bien connus, l'un de Sun Tzu et l'autre de Machiavel. Le premier, si je résume... Allez-y rapidement Stéphane, malheureusement on est en fin je me dépêche. Le premier, c'est l'art de la guerre de Sun Tzu, c'est la ruse et la stratégie qui inspire a priori l'armée russe dans sa philosophie. Et la vision, le deuxième, c'est la vision plutôt logistique et comptable de Machiavel. Ouais. Il me semble que le premier permet de gagner les guerres et l'autre permet de mourir au combat. Et je pense que Poutine gagnera la guerre et que Zelensky emmènera son pays à la perte. C'est une opinion. Encore une fois, on est dans une dialectique des volontés. Ce que je sais, c'est que traditionnellement, on a toujours dit que le soldat russe était celui qui mourait le plus facilement. Je m'aperçois que c'est aussi vrai du soldat ukrainien. Mais au fond, ne partagent-ils pas une même culture militaire, tous les deux ? Ce sont deux peuples slaves profondément patriotes qui sont en train de mourir aujourd'hui, mais on ne peut pas les départager de ce point de vue-là. Et rien ne permet de dire que Zelensky n'ira pas jusqu'au bout. La grande différence, c'est que Zelensky est beaucoup plus dépendant de ses appuis extérieurs que ne l'est Poutine. Même si, plus la guerre dure, plus Poutine, à son tour, va se trouver dépendant d'aide extérieure, notamment d'aide militaire, en munitions, je pense, suivez mon regard vers l'Extrême-Orient. Bien sûr, c'est déjà là. Est-ce qu'on a le temps Non, on n'a pas le temps, malheureusement. On a beaucoup d'auditeurs, on est désolé, mais écoutez, on refera une émission sur l'Ukraine avec Jean Lopez, parce que je crois que ça le mérite largement. Céline ? Eh oui, Jean Lopez, merci d'être venu sur Sud Radio. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que votre livre, qui est vraiment passionnant, Conduire la guerre, entretien sur l'art opératif, est publié aux éditions Perrin. Et je dirais que cet ouvrage, effectivement, devrait marquer la pensée militaire d'une pierre blanche, Jean Lopez. En tout cas, tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio. Bel après-midi.